Et bonsoir le live, comment allez-vous ce soir? Bonsoir Jérôme et bonsoir Coralie, bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de vous et du jeu Monster Hearts actuellement en financement participatif. Comment allez-vous? Bah, très bien, on est très content d'être là. Bah ouais, carrément, ça fait plaisir. Bah moi aussi. On va commencer d'abord par présenter un peu ce que vous faites, les lapins marteaux, avant d'attaquer vraiment sur le jeu Monster Hearts, parce que je trouve intéressant d'en savoir plus sur les éditeurs, le travail qu'il y a derrière et ce que vous voulez transmettre en fait grâce à votre maison d'édition. Donc, est-ce que vous pouvez parler un peu de l'histoire de votre maison d'édition, comment elle a été créée en fait, pourquoi? D'accord. Alors là-dessus, je vais commencer parce que Coralie m'a rejoint après. En fait, elle n'était pas là à la création de Lapin Marteau. On doit être, je pense, vers 2011 ou 2012. Je me souviens plus très bien. Je pense que c'est 2012. Et en fait, ça fait quelque temps que, en gros, je veux changer de boulot. J'hésite entre plusieurs options, et puis au bout d'un moment, je sais pas, pour de très très mauvaises raisons en fait, parce que quelqu'un dans ma famille m'a reproché de trop jouer aux jeux de rôle. Je me suis dit, ok, je vais te montrer ce que c'est si je fais vraiment autant que j'ai envie de le faire, et donc j'ai monté ma boîte d'édition. Il y a d'autres bonnes raisons, hein, mais je pense que celle-là, elle a été la plus déterminante. Et c'était aussi en conjonction avec plein de choses qui se passaient à peu près à un moment en fait. Je sortais d'un jeu qui avait très bien marché chez John Doe, qui s'appelle Tenga, qui m'avait permis... Enfin, je sais pas comment dire. Moi, j'ai pas lancé une maison d'édition pour être indépendant, parce que en fait, la plupart des éditeurs me laissaient bosser à peu près sur ce que je voulais. J'avais cette chance-là. Tu bossais déjà avec des maisons d'édition avant de lancer les lapins marteaux? Ouais, ça faisait 10 ans à peu près que j'avais été pigiste chez pas mal d'autres éditeurs. Et globalement, ça se passait bien, quoi. Et donc après, voilà, j'ai voulu essayer d'en vivre. Ce qui était un peu paradoxal, parce que j'avais quasiment passé la dizaine d'années précédentes à dire aux gens de surtout n'abandonnez pas votre boulot. Et puis voilà, ça s'est lancé comme ça. Alors au départ avec Yutama, parce que ça faisait quelques années que j'étais en contact avec l'auteur de ce jeu, qui est donc japonais. Et il y avait une question de droit, en fait, il récupérait ses droits sur le jeu de base, donc c'était possible du coup de les traduire, sans passer par des espèces de cabinets d'avocats super complexes. Donc voilà, tout ça s'est goupillé un peu en même temps, et donc j'ai créé Lapin Marteau à ce moment-là. Et Coralie m'a rejoint. Alors, on avait déjà envisagé de travailler ensemble en 2015, et elle m'a officiellement rejoint au tout début 2016, je crois. Si je me trompe pas. Et pourquoi lapin marteau? Alors, il y a une histoire derrière ce nom. Il y a une histoire. Je veux tout savoir. Il y a une histoire à peu près aussi glorieuse que la raison qui m'a fait lancer Lapin Marteau. Qui est que, en fait, comme justement j'avais passé la dizaine d'années précédentes à dire aux gens surtout abandonnez pas votre boulot, je me suis dit, ok, je dis pas ce que je fais. Exactement. Je vais en gros me mettre des garde-fous, et le garde-fou, ça a été de me prévenir de deux choses. C'est que il fallait être un peu taré pour lancer sa maison d'édition à l'époque et se dire je vais faire ça à plein temps. Il faut se rappeler que le crowdfunding, par exemple, ça existe quasiment pas à ce moment-là. Donc ça, c'est le marteau. Le lapin, c'est le lapin d'Alice, en fait. Celui qui est tout le temps en retard. Et pour te dire, ok, il va falloir faire gaffe, il va falloir assurer et pas être en retard, et comme ça. Alors ça n'a pas totalement marché, hein. Malheureusement, on a eu des projets en retard, plus d'un, mais on essaye d'y faire gaffe, et c'est effectivement un rappel récurrent. Après, ça fait des blagues avec le requin marteau, tout ça, mais la vraie origine, c'était vraiment se dire, ok,
Tu te lances, rappelle-toi que t'es un peu fou de faire ça, alors t'as toujours dit aux gens de pas le faire, rappelle-toi que ça peut ne pas marcher, et que ça marche pas, bah, c'est pas très grave, t'auras essayé. Et surtout, sois à l'heure. C'était un peu trop long comme conseil, j'en ai oublié quelques-uns. D'accord. Et du coup, dans quel contexte tu l'as rejoint, Coralie? En fait, moi, je bossais dans l'édition depuis, je sais pas, que je dis pas de bêtises, ouais, 5-6 ans. À cette époque-là, j'avais bossé pour Black Book, j'avais bossé pour Nemos qui fait du roman. Et puis, du coup, je me suis retrouvée dans un moment où Jérôme m'a proposé de le rejoindre et j'ai dit oui. Tout simplement. Parce qu'en plus, en fait, on s'était rencontrés à l'époque où je faisais ma thèse, donc on a eu des grandes conversations théoriques sur le jeu de rôle qui n'intéressaient non pas que nous, mais, mais bon, voilà, où on était vraiment à fond là-dessus. Et puis, du coup, après, on a eu envie de faire sortir de l'auberge et tout, donc voilà, tout ça me bottait bien. Super. Et c'est quoi votre vision de, de votre travail en fait dans la maison d'édition? C'est qu'est-ce que vous voulez transmettre? En fait, l'idée, c'est de faire des jeux dont on trouve le game design intéressant, qui apportent un truc, soit en faisant des rééditions parce que les jeux ont pas eu la réception selon nous qu'ils méritaient. Mais voilà, vraiment d'avoir des jeux qui apportent un truc. C'est pour ça qu'on a des jeux un petit peu différents les uns des autres finalement. Où voilà, on va avoir Ryutama, donc premier jeu japonais traduit en français. Donc il y a une approche pour certains trucs qu'on n'avait pas beaucoup vu avant ici. Et où voilà, où Shadow Frankenstein, qui est certes une réédition d'un vieux jeu des années 90, mais voilà, qui avait encore, selon nous, plein de trucs chouettes à montrer niveau game design. Donc voilà, nous là-dessus, l'idée, c'est vraiment de faire des jeux, alors évidemment qui nous plaisent, mais ça paraît évident, tout le monde dit ça. Mais voilà, vraiment des jeux dont le game design, pour nous, il apporte un truc, il a un truc qui est pas pareil et où le jeu est vraiment singulier, quoi. Il a vraiment une identité propre. En fait, je pense qu'on aime vraiment les jeux qui ont une identité assez marquée. D'accord. Et est-ce qu'il y a, enfin, c'est quoi les valeurs fondamentales de l'impact marteau au final? Il y a des messages derrière ou? Alors, on nous en prête beaucoup. J'avoue que régulièrement sur les réseaux sociaux, j'apprends quelles sont nos intentions alors que j'étais pas au courant. Mais Ça, je demande. Moi, je saurais. c'est un petit plaisir. Après, il y a des valeurs qui sont des valeurs, je sais pas comment dire, très liées au game design en fait, très basiques. C'est-à-dire que nous, enfin, ça a l'air idiot dit comme ça, hein, mais on veut que les jeux ils soient testés. On veut que les jeux ils apportent quelque chose. Alors, c'est très relatif parce que un peu tous les jeux apportent quelque chose, mais par exemple, Coralie parlait tout à l'heure de Ryutama. Moi, un des trucs qui me motivait le plus au moment de faire Ryutama, c'était alors déjà le jeu en soi que je trouvais cool, mais surtout de se dire qu'est-ce qui va se passer quand certains auteurs français vont s'en emparer parce que ce sera disponible en fait chez nous et vont faire des choses avec, vont faire leur propre jeu, etc. Et il y a des tout à l'heure on parlait de Donjons et Chatons par exemple. Donjons et Chatons s'inspire clairement de Ryutama et c'est très chouette en fait. Il y a plein d'autres jeux qui s'inspirent de Ryutama. Monster Heart, je compte même pas le nombre de jeux qui s'en inspirent. Shadow Frankenstein, il y a par exemple le système de magie d'Aria de Fibre Tigre qui s'inspire de celui de Shadow Frankenstein. Alors ça, pour le coup, c'était avant qu'on le sorte, hein, ça n'a rien à voir avec nous. Mais il y a ce côté-là aussi qui est super intéressant quand je veux dire, on respire un peu game design tout le temps, quoi. C'est de se dire, ok, le simple fait de rendre un truc disponible, ça Permettre de le impact sur ce qui se diffuser. passe, en fait. Ouais. Et ça va être fertile. Il y a des gens qui vont s'en emparer. Et ça, c'est super agréable. C'est quelque chose qui est. Alors, je suis désolé, ça a l'air super présomptueux, mais c'est vraiment un truc qui est très important pour nous dans notre démarche.
Par exemple, quand on a fait nos guides, donc nos recueils de conseils, en fait, jouer des parties de jeux de rôle, mener des parties de jeux de rôle, dans le désordre, pardon, et la boîte à outils du meneur de jeu, c'était pas seulement sur le fait de sortir ces bouquins pour les lecteurs, alors si, bien sûr aussi, mais le fait de se dire, ok, alors en mettant des noms, par exemple, sur ces phénomènes, en les amenant dans la discussion globale qu'il y a autour du jeu de rôle, il y a des gens qui peuvent s'en emparer. L'autre aspect sur le recueil, par exemple, c'était de dire, aujourd'hui, quand on parle de jeu de rôle, on parle essentiellement des jeux. Et on parle pas forcément des pratiques autour du jeu de rôle. On parle pas forcément des communautés autour du jeu de rôle. Et tous ces éléments-là, en fait, ils sont importants. Quand on va avoir des... je sais pas comment dire. Aujourd'hui, moi j'ai souvent l'impression que la communauté de rôlistes, en fait, elle éclate en plein de sous-communautés. Et ces sous-communautés sont plus ou moins liées. Moi, ce qui m'a frappé, par exemple, c'est de voir que beaucoup d'éditeurs ne connaissent pas les streamers, qui ne connaissent pas les chercheurs, qui ne connaissent pas les joueurs qui font rien du tout, en fait. Enfin, rien du tout, je m'entends. Des catégories précédentes. Et alors, bien sûr, à peu près tout le monde joue. Mais le fait de se dire, on peut faire des liens, on peut créer des points de contact entre tout ça, on peut dire, ok, aujourd'hui, on va dire ce qui compte le plus, c'est ce qui se passe à votre table, mais ce qui se passe à votre table, on peut le faire changer en amenant de nouveaux jeux, ce qu'on expliquait avec Utama, en amenant de nouvelles pratiques, ou simplement en les mettant en avant, en prenant par exemple un article de recherche qui dit que telle catégorie c'est plutôt ça, et en le prenant comme un défi, dire ok, je vais faire un jeu juste pour prouver que toi là t'as tort. Et enfin tout ça en fait ça crée une émulation, et je suis désolé, c'est très très décousu. En gros, ce que je veux dire, c'est que on peut amener plein de choses et on peut faire en sorte que les gens se parlent et des choses intéressantes autour desquelles se parler, en fait. Faire changer la conversation globale autour du JDR, alors la faire changer à petite échelle, hein. Mais par exemple, là, ce qui se passe avec Monster Art, donc on a beaucoup de gens qui font des actual plays de Monster Art, il y en avait déjà avant, c'est une certitude, et il y en avait même des très bien. Mais pendant un petit moment, là, cet été, pour plein de gens, c'est tout à fait normal de parler d'un JDR où il n'y a que du drama. C'est tout à fait normal de parler d'un JDR où où il n'y a pas de scénario. C'est tout à fait normal de discuter des histoires d'ados et des thématiques parfois lourdes que porte Monster Art. Alors, bien sûr, tous ces trucs, ça existe déjà. On est les premiers nulle part. Mais être capable de mettre tout ça en branle, en fait, c'est un truc qui est super intéressant et clairement qui nous motive, enfin, je pense. Aurélie ? Désolé, hein, ça faisait 15 heures de réponse. Mais... Quelle était la question, Régine? Les attentions derrière la maison d'édition. Ouais, oui, pour compléter ce qu'a dit Jérôme, qui était déjà très complet néanmoins. Il y a vraiment une idée aussi, je pense, d'avoir envie de beaucoup bosser sur les jeux, les textes, en fait, même si c'est des traductions, donc on n'est pas auteur nous. Il y a vraiment cette attention-là. On est auteur, nous. Non, mais je dis même dans les traductions, quand on n'est pas auteur. Ah, pardon, j'ai pas compris. Y compris, les deux, quoi. Il y a des fois on est auteur et des fois on est juste éditeur, éventuellement traducteur parfois, etc. Et ouais, il y a vraiment cette idée de vouloir travailler les textes. Le fait d'être deux, en plus, c'est vraiment y passer du temps. Il y a vraiment cette idée qu'on passe du temps sur les projets, parfois un peu trop, mais qu'à la fin, on veut vraiment arriver à avoir un livre, à avoir un jeu duquel on sera fier, en fait. Et même s'il n'est pas parfait, vraiment d'avoir un produit fini, même si j'aime pas trop ce terme, mais voilà, dans le sens positif de ce qu'on va donner aux gens qui vont le lire et qui vont y jouer. Quelque chose de la meilleure qualité possible, en fait. Okay. C'est vraiment quelque chose d'important, quoi. C'est quoi les meilleurs retours que vous puissiez avoir par rapport au jeu que vous éditez? Clairement, c'est moi un retour que j'aime bien, c'est ah là là, j'ai commencé à maîtriser avec ce jeu.
Ça, c'est vraiment super cool. On peut l'avoir sur des jeux, des prix Otama, ou même sur mener des parties de jeux de rôle. Ça se fait plaisir quand on nous dit ça en convention. Ou quand les gens disent qu'ils ont passé des soirées, voire plusieurs, s'ils jouent en campagne, à s'éclater avec les jeux, c'est vraiment les meilleurs retours qu'on puisse avoir. Ouais. Ça peut paraître un peu classique comme ça, mais que les gens arrivent avec des étoiles dans les yeux sur les stands et nous racontent ce qu'ils ont fait avec les jeux, ce qu'ils nous racontent leur partie et tout ça. C'est vraiment un truc cool. Un autre retour qui est cool que moi j'aime bien, c'est sur les objets ou leur esthétique, qui sont contents des illustrations, qui disent que le livre il est épais mais pas lourd, ou qui sent bon, ce genre de truc. Moi ça j'aime bien ça. C'est ça. Alors, c'est Moi marrant ça me plaît. Moi, j'y suis beaucoup moins attaché. Par contre, moi, ce qui me... alors, moi, comme retour, j'aime beaucoup les ventes. On va pas se mentir. C'est un truc que j'apprécie. C'est important. Et l'autre truc que j'apprécie beaucoup, c'est, encore une fois, c'est que les gens font quelque chose. Donc, que ce soit se mettre à maîtriser. Franchement, avec Monnaie des Parties, comme en plus, c'est le premier jeu qu'on avait lancé, le premier livre, pardon, qu'on avait lancé ensemble. Ça s'était très bien passé. Du coup, on a plein de gens qui sont venus nous dire ça. Alors que nous, on avait vraiment dit, on fait ce jeu, mais c'est pour les gens qui maîtrisent déjà. En fait, on fait ce livre, c'est pas forcément un bouquin pour l'initiation à la maîtrise. Et en fait, il y a plein de gens qui sont venus nous dire le contraire. Donc, ça nous a surpris en bien. Et après, encore une fois, quand des gens s'en servent pour faire d'autres jeux, que ça alimente toute cette création, en fait, c'est juste génial. On est content. Chouette. Et quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés en tant qu'éditeur? J'imagine que tout n'est pas facile. Je vais faire comme dans les entretiens d'embauche, je vais dire notre propre perfectionnisme. Je ne vois pas de quoi tu parles. Non, mais ouais, non, pour le coup, c'est cette histoire justement de dire à un moment donné, on pourra toujours faire un meilleur truc, mais maintenant il faut arrêter. Et voilà. Et c'est clairement l'idée de mettre des limites sur ce qu'on fait. Parce qu'un projet, au final, on peut toujours avoir envie de l'enrichir, on peut toujours avoir envie toujours de l'améliorer encore et encore. Et en fait, le moment là-dessus où on se met une limite est pas forcément évidente, parce qu'on a envie de bien faire et que des fois, on peut avoir beaucoup d'idées et qu'il faut quand même arriver à se canaliser. Et un défi un peu corollaire de ça, c'est que, comme le disait un peu Jérôme, il y a tout ce qui est retard et gestion du temps. Voilà, nous, on n'est que deux. On fait beaucoup de choses que tous les deux. Et donc, du coup, là-dessus, il y a un vrai défi au niveau, comment on gère le temps, etc. etc. Donc, voilà, on essaye de s'améliorer là-dessus. Il y a aussi le fait que, mine de rien, le jeu de rôle, c'est aussi un marché qui change beaucoup. Donc, il faut être à l'affût de ces changements. Des fois, on arrive à les comprendre. Des fois, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais il faut quand même essayer de faire avec, de s'adapter, que ce soit aux nouvelles façons de communiquer, que ce soit aux modes, qu'on décide de les suivre ou pas, qu'on comprenne pourquoi elles intéressent des gens, pourquoi ça devient intéressant. Enfin, ça peut paraître bizarre, mais les actual plays, il y a 10 ans, c'était pas ce que c'est maintenant, par exemple. Et c'est vrai que moi, au tout départ, je me suis dit, tiens, c'est bizarre de regarder des gens jouer, je préférais jouer. Et typiquement, voilà, c'est en disant, oui, il faut découvrir ça qu'on commence à en voir l'intérêt, à se dire, mais en fait c'est vachement bien, et ça permet de faire venir des gens au jeu de rôle que, en fait, nous, on n'arrivait pas à faire venir. Un public qu'on n'arrivait pas à faire venir, un public qui vieillissait beaucoup. Et ça démystifie un peu quand même. Ouais, voilà, et surtout, ça montre aux gens l'intérêt, même pour les gens qui connaissent pas du tout, et que ça peut être aussi prenant qu'une bonne série, et du coup, ça c'est génial. Et du coup, cette révolution-là, c'est une des petites révolutions qu'il y a régulièrement. Typiquement, voilà, c'est après avoir vu le marché changer de multiples manières, il y a aussi ce défi, mais qui est agréable, de toujours sortir de ses propres habitudes de jeu, de sa zone de confort, pour voir un peu comment le média évolue. Bon, des fois, on peut manquer de temps parce qu'on a la tête dans la production, quoi, typiquement.
mais c'est vachement important à faire et c'est vachement intéressant. Jérôme? Alors moi, au début, quand tu as posé la question, j'allais me sentir obligé de lâcher une vanne sur Coralie, mais je vais pas le faire, hein, ce serait pas élégant. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Non, plus sérieusement, moi ce que je trouve très difficile à titre personnel, alors c'est effectivement, comme dit Coralie, le fait de savoir où s'arrêter. Alors je pense que c'est clairement notre principal problème. Et le second, ce qui est lié avec, c'est effectivement le fait de sauvegarder le temps de, on va dire, de production, le temps de création vraiment. Parce que on est souvent sollicité je veux dire, un peu de toutes parts en fait. Et les gens nous demandent tout le temps de communiquer sur tel truc qui va venir ou tel autre machin. Et on se force vraiment parce que les projets qu'on a commencés mais sur lesquels on n'a pas communiqué, par exemple, c'est des projets qui nous font envie, dont on a envie de parler en fait. Et beaucoup des gens avec qui on communique, c'est des potes en fait, qu'on a rencontrés dans des conventions, avec qui on a joué en ligne, des trucs comme ça. Et le fait de se dire non, en fait, si on commence à faire ça, ça va. Les gens vont répondre en fait, et d'autres personnes vont voir la discussion, et donc on va devoir grignoter encore sur le temps de prod. Donc il faut vraiment qu'on apprenne à compartimenter, et c'est des choses pas. C'est clairement des choses où on s'est beaucoup planté. Maintenant, on essaye de faire très attention, donc du coup, on verrouille peut-être un peu trop, mais on essaye de gérer comme ça. On a, enfin voilà, c'est important et pareil, on essaye de faire des efforts là-dessus, sur gérer ces éléments-là. Après, historiquement, dans les difficultés qu'on a eues, il y a eu des questions alors de santé qui ont été compliquées à gérer, et là, c'est pareil. On est une petite boîte indépendante, donc si quelqu'un n'est pas dispo pour une raison ou une autre, l'autre peut colmater les brèches en espérant que. Enfin, l'un peut colmater les brèches en espérant que l'autre arrive vite, mais s'il y a un problème plus long, il y aura personne pour le remplacer sur long terme, quoi. Donc c'est des choses comme ça, mais ça, c'est des problèmes qu'ont toutes les petites entreprises, quoi, je pense. Certainement. Comment vous choisissez les jeux de rôle que vous décidez de publier? Un peu comme on disait tout à l'heure, des jeux qui ont une vraie singularité en termes de game design. Bon, après, ça peut vouloir dire plein de choses. C'est vrai que du coup, le fait de faire de la recherche, entre guillemets, sur le jeu de rôle à côté, on essaye d'avoir une sorte de recul finalement de qu'est-ce qui peut marquer un peu l'histoire, comme disait Jérôme, de qu'est-ce qui peut inspirer d'autres gens, typiquement. Et ça peut être aussi, alors ça peut être des jeux pour lesquels on a un coup de cœur et on a envie de jouer, puisque de toute façon on joue clairement et souvent longtemps aux jeux qu'on publie, quoi. Je pense que le cœur du truc, c'est vraiment de se dire, ok, ce jeu-là, il a une personnalité forte, il propose des trucs qu'on voyait pas forcément avant, ou il les met, ou il les agence d'une certaine façon qu'on voyait pas avant, en les mélangeant avec d'autres trucs. Et ça, on a envie de voir ce que ça peut donner. Et voilà, comment les gens vont se l'approprier et quelle pertinence. On prend aussi beaucoup la pertinence par rapport aux jeux qui sortent à un moment T, quoi, à une époque. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'on va regarder le jeu. Évidemment, on prend en compte aussi le marché, parce que Si ça se typiquement, vend pas. voilà, il y a ça, et il y a le fait de se dire, bon ok, est-ce qu'on va sortir, aujourd'hui, si on sort un jeu de fantasy tout à fait classique, en termes d'univers, il faut vraiment se poser la question de pourquoi les gens vont préférer acheter ce jeu que Donjons et Dragons, ou l'offre de fantasy en jeu de rôle, elle est déjà très très importante. Donc vraiment, on va se poser la question par rapport au marché aussi, parce qu'on ne publie pas juste tous les jeux qu'on aime ou qu'on trouve originaux ou sympa niveau game design, mais voilà, il y a aussi cette question-là de qu'est-ce que ce jeu il apporte sur le marché francophone aujourd'hui. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux qui lui ressemblent? Il y a aussi une prise en compte du contexte, en fait, qui est importante forcément. Voilà. Ok. Quelque chose à rajouter, Jérôme, dessus ou... Euh,
Encore, hein, ce sera à chaque fois. Mais plus sérieusement, il y a un autre élément qui fait partie de ça, c'est que en général, on va pas se placer sur des jeux qui seront les premiers jeux à faire quelque chose. Et on va pas se placer sur des jeux où tout le monde peut les faire à notre place. Il va falloir que ce soit un jeu qu'on adore et dont on pense qu'on peut porter ces innovations, si on peut en parler comme ça, au grand public rôliste. C'est un peu un Dans coup de le cœur en sens, fait. alors il y a le côté coup de cœur et il y a le côté dire on veut pas, ça nous intéresse pas d'être les premiers avec telle innovation ou tel truc. Ce qui nous intéresse en fait, c'est que cette innovation elle soit portée aux gens qui puissent s'en servir autour de leur table. Il y a une légère différence là-dessus qui est aujourd'hui, c'est tout à fait faisable et sans que ça coûte des fortunes de faire des jeux pour des formats pas très chers et de les vendre à des gens qui seront forcément acquis à ces nouveautés et qui achèteront parce qu'on leur propose. Ça a plein de difficultés. Hein, quand je veux dire que c'est... mais ça a des projets qui peuvent se calibrer en fait, facilement. Ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire, ok, ce qu'on veut, c'est pas forcément cibler les gens qui seront d'accord avec nous de base, mais que ce soit disponible pour les releases de façon générale. Là, par exemple, avec Monster Heart, c'est un exemple assez frappant. Monster Heart, il y a des gens déjà qui aiment le jeu, qui connaissaient le jeu en VO et qui auraient été ravis juste d'avoir la VF. Notre but, c'est pas de s'adresser que à ces gens-là. Notre but, c'est que quand quelqu'un va en boutique quand le jeu sort, au fin de compte, il trouve tout à fait normal de trouver un jeu comme ça dans sa boutique, et c'est un vrai jeu, entre guillemets. Alors nous, on pense que même le jeu qui est fait, même les pamphlets qui vont sortir sur un Kickstarter aux États-Unis sont bien sûr des vrais jeux. C'est pas du tout ça. Mais par contre, c'est pas la façon dont pense la majorité des rôlistes. Et donc, nous, on voudrait que ces jeux-là soient considérés comme des jeux normaux, en fait, et fassent partie, quand on est à son club, je sais pas, le vendredi soir, on puisse se dire, je te présente tel jeu aussi. Alors, je sais pas, tu peux faire du donge, comme tu peux faire du vampire, comme tu peux faire du Cthulhu, comme tu peux faire du Monster Heart, comme tu peux faire un jeu solo, si tu veux. Mais que ces jeux soient présentés sur un pied d'égalité. Ok. Alors bien sûr, on n'y arrivera pas totalement, bien sûr, c'est des jeux qui se vendront beaucoup moins. Ça. Mais on aimerait que la personne qui rentre dans une boutique, elle ait ce choix-là, en fait. Et ça oblige à faire des choix un peu différents, parce que je sais pas dire combien de jeux on lit par semaine, des jeux très très courts, on en a plein. Par contre, on n'est pas capable encore de les faire passer, de leur donner cette légitimité-là, en fait, qui fait aussi partie de notre boulot d'éditeur. Ok. Et c'est quoi les actions que vous menez pour justement le rendre plus, le mettre sur un pied d'égalité avec les autres jeux? C'est ça peut avoir avec la forme, ça peut être avoir avec la communication autour du jeu. Puis la distribution aussi, typiquement sortir en boutique en fait. Il y a plein d'enjeux liés à ça. En fait, le jeu de rôle, c'est un peu une chaîne, si on veut dire. Entre la personne qui a l'idée dans son garage tout seul d'un truc super cool et les gens qui vont s'en servir chez eux, il y a plein d'étapes en fait. Et tout ne va pas jusqu'au bout. Des fois, on va avoir des mêmes personnes qui recyclent les mêmes idées, c'est pas grave. Toutes ces configurations, elles existent. Mais on essaye en fait de prolonger un peu cette chaîne. Je sais pas si c'est une façon très claire de le dire. Et voilà, c'est un truc qui nous motive. C'est sans doute lié aux autres activités qu'on fait au-delà de Lapin Marteau, mais je vais m'arrêter avant de refaire une réponse d'une demi-heure. Et du coup, on va enchaîner sur, si vous pouvez nous parler un peu du processus de développement et de conception que vous suivez pour créer les jeux de rôle. Justement, c'est quoi toutes ces étapes? Nous, on a une Parce qu'en plus, méthode vous en êtes que fait. deux.
Ouais. Bah, c'est beaucoup d'échanges. Non, non, en vérité, ouais, on a on a une méthode, on a des petits trucs, on a des petits exercices. La méthode, on la présente, en fait, on donne un stage de game design et c'est une méthode qu'on présente dans ce stage-là actuellement. En bref, on identifie 3 grandes étapes, comme disait Jérôme, pour aller du garage à la table des joueurs. C'est déjà la conception, donc en gros, l'idée de base. Ensuite, il va y avoir le développement, parce que c'est sympa d'avoir une bonne idée, mais il faut développer le jeu quand même. Mm. Et la dernière étape, ça va être la transmission, à savoir, une fois qu'on on a tout ça, comment on fait pour le transmettre de façon efficace aux gens qui vont jouer. Parce qu'en vérité, on ne sera pas avec eux pour leur dire comment jouer au jeu. Donc, ça peut comprendre plein de choses, mais en gros, toute la façon dont on va passer les infos. On pense forcément à la rédaction, mais ça peut être la façon dont on agence la fiche de personnage, ça peut être les illustrations, enfin ça peut passer par plein d'étapes et ça mérite vraiment d'être réfléchi, cette étape-là. Et au milieu de tout ça, évidemment, il y a tout ce qui est les playtests, etc. etc. Et nous, on décompose, on voit vraiment le truc comme ça en termes j'allais dire de décomposition d'étapes et de processus. Après, quand on écrit à deux, notamment, je sais pas, sur le supplément de Monster Hearts, sur la boîte à outils du MJ, après, on a beaucoup d'échanges entre nous, évidemment. Généralement, par rapport au projet, on part de façon assez classique, on va partir d'un plan. Et ensuite, il va y avoir, une fois qu'on a défini les grandes lignes du développement, on va beaucoup échanger entre nous. Après, Avec beaucoup de commentaires. ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est qu'on joue ensemble. Enfin, ça a l'air idiot, hein, et qu'on joue beaucoup. Donc, très souvent, que ce soit sur les recueils de conseils, que ce soit sur Monster Heart, on a des. Ça va faire un peu fouteux, mais on a des parties de référence, en fait. On a des patchs de référence dont on peut parler entre nous. Et en fait, on n'est pas sur un plan purement abstrait, mais on peut parler de tiens, souviens-toi ce qui s'est passé à ce moment-là, dans telle soirée, dans telle scène, en fait. Et souvent, c'est des événements qui nous ont marqués, ou ces discussions qu'on a eues après. Et ça peut être des choses qu'on fait bien ou des choses qu'on fait mal, en fait. Et de se dire, ok, là j'ai merdé à cause de ça. Est-ce que du coup, on n'aurait pas besoin de quelque chose pour compenser ce risque de se louper, en fait. Et c'est pareil, c'est aussi pour ça qu'on veut. Tout à l'heure, Coralie répondait sur le fait qu'on joue beaucoup au jeu. Pour nous, c'est important, même Château Falkenstein, donc c'était un jeu quand on l'a ressorti, ça faisait 25 ans qu'il existait. Mais être capable de répondre aux questions des gens en disant, voilà moi ce que je fais dans mes parties. C'est un truc qu'on veut garder, en fait. C'est au dire, cette règle t'embête, oui, c'est vrai que nous, en fait, on l'utilise plutôt comme ça. Ou on l'utilise, mais pas en même temps que cette règle. Ou on a prévu telle règle maison, éventuellement. Et pouvoir discuter avec les gens, le jeu. vraiment leur partie, quoi. Ouais. Et puis on comprend quand les gens ont un problème. Sur des jeux de rôle, c'est rarement des problèmes très graves, hein, mais s'ils trouvent que quelque chose a un effet dans le jeu, on peut lui donner nos astuces pour éviter ce problème, ou on peut lui dire, ah, mais en fait, c'est parce que t'as pas compris telle règle. Et en théorie, tout le monde devrait le faire, mais nous, c'est vraiment un ciment dans notre façon de bosser, quoi. D'accord. Et vous travaillez avec des gens extérieurs au Lapin Marteau, du coup, j'imagine des traducteurs, des illustrateurs, c'est toujours les mêmes gens ou ça tourne un peu? Ça Vous avez des dépend. chouchous? Non, ça dépend des projets. En fait, des fois, on cible vraiment par rapport à ce qui est adapté au projet. Bon, par exemple, sur les illustrations intérieures qu'on a fait refaites pour Château Falkenstein, il y avait Mathilde Marlot qui fait des crayonnés superbes qui nous paraissaient vraiment adaptés parce qu'en fait, le jeu est rédigé comme un carnet de voyage, si j'ose dire. Donc, c'est censé être des crayonnés que fait l'auteur qui écrit. Donc, du coup, c'était super adapté. C'est vrai que, par exemple, on a tendance à bosser là en ce moment avec Jérémy Morin dans l'illustration, qui nous a fait les couvertures et l'écran de Château Falkenstein, et là qui nous a fait notamment les illustrations des mus pour Monster Art, et qui est en train de bosser sur l'écran. Donc du coup, oui, c'est vrai que
Et qui est joueur à nos tables, et enfin oui, c'est Ouais. peut-être un chouchou un peu quand même. Voilà, bah, le fait aussi il habite à Toulouse comme nous, ça fait que, bah, oui, on joue ensemble et cetera et cetera, C'est donc facile. Hein. voilà, ça crée forcément aussi des liens. Mais oui, c'est vrai que, par exemple, Jérémy, bah, là, sur les 2 derniers projets, il a bossé avec nous, mais ouais, d'une façon générale, on a des gens qui reviennent, en termes, nos correcteurs aussi, c'est souvent les mêmes. Mais ouais, ça dépend en fait, ça va, ça vient. On essaie de trouver les personnes les plus adaptées et puis des fois, c'est tout bête, mais juste les gens sont pas libres, donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc ouais, voilà. Ça fait partie des défis en tant qu'éditeur, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des jeux que vous auriez aimé éditer? Oui, moi j'aurais beaucoup aimé éditer Anorita, Jérôme, je te vois. J'aurais 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 beaucoup aimé éditer Agon, moi, parce que c'est mon univers de fantasy préféré. J'ai eu la super chance de bosser sur les romans, chez Mnemos, dans le même univers, quoi. Mais c'est vrai que moi, c'est un univers que j'adore dans mon cœur. Bah là, voilà, quand on parle encore un univers de fantasy, mais je trouve un univers de fantasy qui est très, très particulier et dont moi, je suis très, très fan. J'avoue que ouais, j'aurais bien aimé avoir édité Agon Ball. Alors, maintenant, il a l'âge qu'il a, le jeu, hein, le reprenant, il serait plus du tout adapté. Bah, justement, quand on parlait de marché, de besoins, d'évolution du game design, il y aurait forcément des choses à revoir, mais bon, c'est quand même une belle gamme. Voilà. Il y a un autre jeu aussi que j'adore, auquel j'ai beaucoup joué, c'est Cops. Ah, Et je trouve que le format en épisode, campagne, avec un fil rouge, alors avec ses défauts et ses qualités, ça, moi, c'est cette espèce de projet un peu pharaonique comme ça, où on emmène vraiment les PJ sur des années et des années dans cet univers très fouillé. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup plu et je trouve que c'est un sacré défi en termes d'édition. Et ouais, c'est un truc qui m'aurait aussi beaucoup plu. Bon, en tout cas, c'était bien de le jouer, mais et toi, Jérôme? Alors moi, mon cops, il se trouve que j'ai bossé dessus, donc enfin ah, sur le certains crâneur. suppléments. Donc Jalouse, hein. finalement Oui. ça va. Non, c'est juste pour embêter Coralie. Euh, et, et c'est lié à une anecdote en fait où pour le coup Coralie discutait avec un autre auteur de cops et, c'était marrant parce qu'elle lui en parlait et puis moi en fait j'avais jamais pensé à lui dire que j'avais bossé dessus et parce que c'est pas forcément les discussions qu'on a quoi. Et enfin bref, c'est pour ça que c'est devenu depuis une blague entre nous et que là j'ai pas loupé l'occasion. Désolé pour la private joke. Ouais, alors après, quel jeu sortir? Moi, je sais pas, je suis un peu embêté parce que quasiment tous en fait. Il y a vraiment plein de jeux. Alors, je vais en parler notamment parce qu'il y a une personne sur le chat qui fait des jeux dans ce domaine-là, mais moi en ce moment, j'aimerais beaucoup sortir des jeux solo en fait. Parce que c'est un domaine que je connaissais pas bien. Là, j'en ai lu des caisses et des caisses, j'en ai joué pas mal pour essayer de m'y mettre et pour essayer de comprendre aussi pourquoi des gens que j'appréciais trouvaient ça super intéressant. Alors Mais que pourquoi? pour moi, mais oui, mais c'est une vraie interrogation. Après, voilà, quand quelque chose nous surprend, on peut soit jouer le gatekeeper et faire c'est pas du jeu de rôle, barrez-vous, quoi. Soit dire ok, mais expliquez-moi, montrez-moi, et puis donc il y a des gens super cool, il y a des gens qui en font longtemps en français, je pense à Julien Poire, mais il y en a d'autres. Récemment, il y a pas mal de jeux qui sont sortis, qui sont des jeux solo, et qui sont des jeux en plus très différents les uns des autres. Donc je trouvais ça... alors les jeux auxquels je pense, c'est... c'est un jeu qui est sorti chez l'autre liste. C'est Vampire Millénaire. Il y a un truc avant Vampire Millénaire. Je me souviens plus Chronique du d'un vampire C'est millénaire. Chronique, d'accord, en français. Et il y a Colostle, un truc comme ça. Oui, chez
Arcane. Le château du Colosse, quoi, chez Arcane. Ouais. Et je pense que c'est ça le mot, c'est un mélange entre château et colosse, mais enfin colosse et château. Colossal, ils disent sur le chat. Et bah typiquement, moi c'est, enfin comme tous les jeux en fait où je connais pas, où je comprends pas, bah, j'ai envie d'en faire, j'ai envie de comprendre. Enfin, d'abord j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'y jouer, puis très très vite après j'ai envie d'en faire. Et on a plein de jeux, pour le coup, enfin avec Coralie, on a sur un disque dur des masses et des masses de jeux qu'on ne sortira jamais en fait. Et c'est pas grave, faut faire la paix avec ça. Mais oui, il y a plein de jeux qu'on aurait aimé sortir. Ok. Et dernière question pour la partie des lapins marteaux. C'est quoi l'avenir pour Lapin Marteau? Eh bien, l'avenir, Qu'est-ce qui est prévu? de dormir. Petit teaser. En fait, parmi les erreurs desquelles on apprend, il y a le fait que, comme disait Jérôme, on essaye de plus trop communiquer sur les projets à venir, de se concentrer sur ceux sur lesquels on est. Donc c'est un peu frustrant pour nous aussi, mais c'est vrai qu'on n'en parle plus trop. Voilà, pour pas que ça crée des attentes qui soient déçues, etc. etc. Donc là, on se concentre vraiment sur Monster Heart. Voilà. Ok. Tant pis, Je sais, il y a des choses sur le feu. Oui, alors, il y a des choses sur le feu, ça on peut le dire. Le problème, c'est de l'arrêter, le feu. Hein. Il y a toujours des choses sur le feu. C'est pas moi qui l'arrêtera. Et puis aussi, comme enfin, on l'a évoqué, on a pas mal d'activités en dehors aussi de Lapin Marteau. C'est-à-dire que Lapin Marteau, nous, c'est ce qui nous fait vivre. Mais ça nous arrive aussi de donner des cours, de participer à des événements liés à la recherche sur le jeu, des choses comme ça. Et donc, on a constamment des activités. En fait. On est constamment en train de faire plein de trucs. Et mais là, effectivement, sur les jeux, l'objectif premier, c'est terminer Monster Heart, le livrer, que ça soit nickel, faire jouer les gens au jeu, aller chez tous les gens qui l'ont pas acheté et leur demander pourquoi, enfin ce genre de truc. Ah bah, vas-y. Convaincu, passionné, on va dire passionné. C'est beau. Ah là là. Bon, je vais faire une petite coupure et on revient pour parler de Monster Heart. À tout de suite.